sur la France entière, mais nous avons gardé notre avance dans l'organisation de cette campagne et on est là aujourd'hui pour vous expliquer comment ça va se passer et pouvoir répondre à vos différentes questions. La vaccination, donc l'objectif de cette campagne, il est simple, il est de proposer, il ne s'agit pas d'une vaccination obligatoire, je pense que c'est important de le rappeler, il est de proposer à tous les élèves de 5e, au sein de leur établissement scolaire, sur autorisation parentale, la vaccination contre le papillomavirus, qui est un virus, on pourra répondre à vos questions, mais c'est dédié par le petit film, qui fait 6000 cas de cancer par an, plus tout un tas d'autres pathologies compliquées non cancéreuses. Ça touche les filles et les garçons. Le taux de vaccination en France est encore assez faible, notamment chez les garçons. La vaccination peut commencer à l'âge de 12 ans, c'est pour ça qu'on propose ça aux élèves de 5e. Et nous avons des expériences internationales, notamment en Australie, qui grâce à des campagnes de vaccination en établissement scolaire, a réussi à avoir un taux de vaccination de sa population de près de 80%. Ça fait plus de 10 ans qu'ils organisent cette campagne de vaccination et ça leur a permis d'éradiquer le cancer du col de l'utérus sur ces générations qui sont protégées grâce au vaccin. Donc une vraie efficacité de santé publique, encore une fois en proposant un dispositif assez simple, et encore une fois on pourra y revenir avec vos questions. Un dispositif assez simple puisque pour les parents, il n'y a pas de déplacement à aller ni chez le médecin ni à la pharmacie. Il y a juste à répondre à l'autorisation parentale si oui ou non ils veulent que leur enfant soit vacciné au collège. Et tout le processus se passe de manière très simple avec bien sûr le carnet de vaccination qui est rempli. Et avec la plus-value de cette campagne, c'est qu'il n'y aura pas de reste à charge du coût du vaccin pour aucun enfant. Alors qu'aujourd'hui, il y a un ticket modérateur pour le vaccin, et là, ce ticket modérateur sera pris en charge pour tous les enfants qui sont vaccinés dans le cadre de cette campagne. Et là, on me fait des signes parce que je n'ai absolument pas respecté l'ordre des slides. C'est mon habitude de ne pas respecter ce qu'on me dit, vous me connaissez. Donc voilà, je voulais faire une introduction un peu globale. Évidemment, vous rappelez la vaccination HPV, mais encore une fois, vous avez tout dans le dossier de presse sur toutes les pathologies qui sont liées à cette vaccination. Je pense que aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous expliquer comment ça va se passer et mettre à l'honneur un dispositif qui est complètement copiloté par l'Agence régionale de santé et les rectorats et l'éducation nationale. Et on voit que quand on fait les choses ensemble, on les fait bien et avec impact et que ça a du sens. Et je voudrais vraiment remercier les 3 rectrices qui sont ici et qui, dès le début, il n'y a pas eu à convaincre. Ça, c'est voilà. Dès qu'on a lâché les premiers mots de ce projet, on a tout de suite été suivis. Et donc, ce qui permet encore une fois à notre région d'être en avance sur ce dispositif, parce qu'on est tous partis comme d'un seul homme, ou quand vous voyez comme d'une seule femme, parce que je suis en minorité, on est tous partis ensemble pour pouvoir travailler sur ce sujet. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, après il y aura des questions, je vais vous laisser la parole, je ne sais pas par qui vous commencez, et puis après on pourra détailler un peu plus si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, Mesdames les rectrices des académies de Poitiers et de Limoges, et donc en ce qui me concerne, Académie de Bordeaux et Région académique Nouvelle-Aquitaine. Monsieur le Principal, merci d'être avec nous aussi pour témoigner. Alors, nous avons en effet travaillé main dans la main avec les 3 rectrices, avec nos médecins conseillers techniques, nos infirmiers conseillers techniques et les personnels de l'ARS, nous conduisant à avoir décidé que je vais faire quelques mots d'introduction, et puis bien sûr que nous serons toutes les 3 disposées pour répondre de nos côtés également à vos questions. Et puis je pense que Monsieur le Principal pourra lui témoigner justement de comment concrètement il a préparé les choses et il envisage que cela se passe. Pour compléter très brièvement les propos du Directeur Général,
je voudrais vraiment situer ce partenariat et cette action dans quelque chose qui répond aux missions de l'école avec un grand E, à savoir la réduction des inégalités, et notamment des inégalités d'accès en pratique là à la prévention en matière de santé, puisque ça a été dit, hein, et on le reverra peut-être en détail, il y a déjà des jeunes vaccinés, que ce soit des filles surtout et des garçons, mais pas tous. Et donc, nous inscrivons ce partenariat, cette action qui a convaincu rapidement les chefs d'établissement parce que justement ça entre dans nos missions. Et c'est vrai que je voudrais saluer le fait que nous avons pu travailler en avance de phase depuis la rentrée scolaire 2022. Ça nous a permis d'être aussi, nous, à la manœuvre avec des propositions. Alors, deux choses, évidemment, ont guidé notre action, deux objectifs. L'accès, en effet, à l'information pour les familles. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, également, simplifier le plus possible aussi le travail des équipes au sein des établissements, personnel de santé et chefs d'établissement. Donc, nous avons aussi tenu compte de choses que nous avons déjà eu à faire. Et finalement, on remercie bien de son écoute, l'ARS, parce que par la dématérialisation en particulier des process, même si on aura à l'écoute dans la relation avec les parents, également du support humain et du support papier s'il y avait besoin, ça va quand même faciliter les choses en toute confidentialité. Ça, c'est vraiment important. Et je voudrais également situer cette action, donc spécifique sur la vaccination HPV en réponse à un constat très bien démontré de santé publique, dans quelque chose de plus large, parce que nos équipes, qu'elles soient pédagogiques ou éducatives et également de santé, au sein des établissements, des écoles d'ailleurs aussi et des lycées, mais restons au collège là, sont mobilisés plus largement sur des questions de santé, de promotion de la santé, dans un esprit d'école promotrice de santé, autour d'autres sujets qui nous réunissent avec l'Agence régionale de santé, comme par exemple la nutrition, l'activité physique et sportive, la question de la santé mentale, des compétences psychocomportementales et d'autres. Et donc on inscrit aussi le fait que nous ayons été au rendez-vous dans ce partenariat plus large qui fait que nous avons en réalité des relations au quotidien avec les services de santé dans chaque DSDEN et dans chaque département donc de cette région académique. Voilà, donc c'était bref, c'était un propos concerté avec la rectrice de Limoges et la rectrice de Poitiers. Je vous propose plutôt à monsieur le principal de donner des éléments concrets, puis bien sûr nous serons avec vous toutes les trois prêtes à répondre aux questions. Merci Madame la Directrice. Oui, je vous confirme qu'en effet, les principaux des collèges, les chefs d'établissement sont très engagés dans cette action, qui participe à la réduction des inégalités et qui participe aussi à la préservation de la santé de nos collégiens. Donc nous sommes nécessairement très engagés pour cela. Ça fait d'ailleurs partie de notre quotidien. S'agissant donc de l'opérationnalisation de cette vaccination, elle va se dérouler pour les principaux de collèges, dans le collège, en tout cas en 3 temps. Le premier temps sera le temps de l'information. Ça commence demain. Le temps de l'information, les établissements scolaires vont transmettre aux parents des élèves de 6e. Alors on parle bien des élèves de 6e qui sont en 6e cette année et qui sont nos futurs élèves de 5e de la rentrée prochaine. Donc transmission par les établissements scolaires via les réseaux numériques d'informations aux familles, informations qui sont préparées par l'ARS et dont nous serons en quelque sorte les vecteurs. Cette information, elle a pour but de permettre aux familles de prendre une décision éclairée pour la deuxième phase, qui sera la phase du mois de septembre. Cette phase du mois de septembre, c'est la phase des autorisations parentales. Les parents auront reçu l'information au mois de juin, information complète, que nous allons relayer. Au mois de septembre, nous leur demanderons, nous reprendrons contact avec eux de la même manière, via les espaces numériques de travail par exemple, ou via les messageries électroniques. Nous reprendrons contact avec eux pour leur adresser les documents d'autorisation parentale. Ces documents d'autorisation parentale seront à renseigner par les représentants légaux, les deux représentants légaux, c'est indispensable pour une vaccination, et seront retournés non pas à l'établissement scolaire, mais seront retournés à l'ARS par une plateforme sécurisée dans le strict respect des règles RGPD. Ce retour des autorisations parentales permettra d'établir la liste des élèves qui seront à vacciner, autorisés par leurs parents.
Et nous pourrons alors aborder la troisième phase, la dernière phase, qui est à proprement parler la phase de vaccination. Alors comment va se dérouler cette phase de vaccination? Elle aura lieu dans les établissements scolaires. Chaque établissement scolaire est adossé à un centre de vaccination. Donc, les contacts sont en train d'être pris avec nos centres de vaccination respectifs. Les centres de vaccination qui seront alors en possession des autorisations parentales se déplaceront vers les collèges, seront accueillis par les collèges, et les collèges mettront à disposition des centres de vaccination les locaux qui seront nécessaires pour procéder aux deux injections, parce qu'il y a 2 doses. Donc on aura une première campagne qui aura lieu jusqu'au mois d'avril, qui consistera à injecter la première dose, et puis une deuxième campagne qui aura lieu autour du mois de juin pour la deuxième dose. Donc voilà quel sera le rôle des collèges dans cette opération. C'est à la fois un rôle on va dire, de vecteur de communication, et puis à la fois un rôle de facilitateur aussi en termes de logistique. Pour expliquer maintenant du côté système de santé comment ça se passe. Donc, comme ça a été dit, on a une vingtaine de centres de vaccination qui ont été identifiés. Alors là, je tiens vraiment à remercier parce qu'on voit que tout le secteur de la santé s'est impliqué. Puisque dans ces centres de vaccination, alors, il y avait des centres de vaccination qui existaient déjà, qui étaient centres de vaccination. Et je tiens là vraiment aussi à remercier l'ensemble des conseils départementaux, parce que la plupart des centres de vaccination départementaux dépendent des conseils départementaux, et les conseils départementaux, pour certains, ont bien voulu mettre à disposition leur centre de vaccination pour participer à cette campagne. Et quand ça n'était pas le cas, les conseils départementaux sont tous présents pour aider, notamment à la constitution des équipes mobiles et pour aider à ces campagnes. Donc il y a vraiment un fort investissement des conseils départementaux. Et puis, parfois, ça ne suffisait pas. Alors, on a des établissements de santé qui se sont portés candidats, qui n'étaient pas centres de vaccination, mais qui se sont portés candidats pour être centres de vaccination et pour permettre de mailler l'ensemble du territoire. Et on a vraiment l'ensemble des établissements de santé qui sont impliqués, puisqu'on a des établissements de santé publics, des établissements de santé privés à but non lucratif et des établissements de santé privés à but lucratif, donc qui se sont impliqués pour devenir centre de vaccination et couvrir un certain nombre de collèges. À noter aussi que cette campagne a été travaillée avec et en concertation, bien sûr, tous les professionnels de santé de ville qui sont au courant de cette campagne et qui vont la relayer auprès de la population et auprès des parents. C'est important parce que aujourd'hui, ces sujets de vaccination depuis le Covid, comme vous le savez, demandent quand même parfois, posent certaines questions, ont quand même certaines inquiétudes. Et donc aujourd'hui, les parents vont pouvoir poser des questions et quand ils ont un doute, de 2 manières. Soit en allant voir leur médecin traitant, et tous les médecins traitants, les pharmaciens sont prévenus du dispositif et vont pouvoir faire le relais et expliquer ce qu'est la vaccination, ce qu'est ce vaccin. Soit ils pourront, par le site dédié qui a été mis en place par l'ARS, poser des questions par mail et avoir des réponses de professionnels de santé sur les différentes questions qui se posent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même contexte que le Covid. Ce vaccin HPV, comme je vous l'ai dit, en Australie, c'est 80% de la population qui a été vaccinée depuis des dizaines d'années. Donc on a un recul extrêmement important sur ce vaccin et sur la sécurité de ce vaccin et sur son efficacité. Donc voilà, on peut répondre aux questions sur la sécurisation du vaccin. Aussi important, c'est vrai qu'on met beaucoup en avant les cancers parce que c'est la pathologie la plus importante, la plus grave liée à ce papillomavirus, mais ça provoque un tas d'autres problèmes de santé. C'est 6000 cancers, mais c'est plusieurs centaines de milliers de cas d'autres pathologies qui peuvent parfois être invalidantes, causées à cause du papillomavirus. Donc ça touche vraiment quand même une population assez importante quand elle n'est pas protégée. Donc un système de santé très impliqué. Donc, je vous l'ai dit, des établissements de santé et des centres de vaccination, des conseils départementaux qui vont participer et se répartir les collèges, des professionnels de santé de ville qui seront là pour l'information, mais qui seront aussi sollicités, comme pour le Covid, par les centres de vaccination pour constituer des équipes mobiles avec des médecins et des infirmières et des sages-femmes pour aller dans les collèges faire cette vaccination. Parce que, évidemment, les centres de vaccination n'auront pas toujours
des effectifs suffisants pour pouvoir faire le nombre d'équipes mobiles nécessaires, et donc ils pourront solliciter les professionnels de santé de ville qui, tout comme pour le Covid, infirmières, médecins, sages-femmes, pourront participer à ces équipes pour pratiquer la vaccination. Dans les collèges. Donc avec évidemment un autre acteur aussi qui est partie prenante dans cette campagne de vaccination, et qui est l'assurance maladie, et qui participe avec l'ARS au financement de ce dispositif, au financement des équipes mobiles, parce que vous imaginez bien, c'est comme pour le Covid, toutes ces équipes de vaccination, ça a un coût, et c'est pris en charge évidemment par l'assurance maladie et par l'État. Et notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, le coût du reste à charge du vaccin, qui, on avait mis la somme, qui est de 76 € quand on considère les 2 doses. Donc 76 € qui constituent un reste à charge pour les enfants qui n'auraient pas de mutuelle, qui le prennent en charge. Mais là, comme le but c'est de lutter aussi contre les inégalités d'accès à la santé, ces 76 € seront pris en charge à 100% pour tous les enfants, qu'ils aient une mutuelle ou pas. Et c'est une spécificité de cette campagne d'accès à la vaccination dans les établissements scolaires. Donc vraiment une implication, et je tiens ici à les remercier, ils sont représentés aujourd'hui dans la salle, de l'ensemble du secteur de la santé, hôpitaux, professionnels de santé de ville, cliniques, conseils départementaux, leur PMI, leur centre de vaccination, qui participent avec l'éducation nationale et avec les ARS et le ministère de la Santé pour cette campagne de vaccination. On peut maintenant peut-être passer aux questions, parce qu'on a beaucoup parlé, et on peut vous apporter des précisions. Y a-t-il des questions en ligne? Oui, il y a une première question en ligne. Journaliste AEF. Il n'y aura donc pas de médecins scolaires ou d'infirmières scolaires mobilisés pour cette vaccination. Pour combien de collèges chaque centre de vaccination opérera-t-il? Alors, je vais répondre à la deuxième question, je vous laisse répondre à la première. Donc, en fait, ça dépend des centres de vaccination et ça dépend des territoires. Donc, ça va de 2-3 collèges à... Non, même pas. De 20-25 à 49 collèges. Voilà, de 20-25 collèges à 49 collèges par centre de vaccination en fonction des territoires. Après, il faut savoir qu'il y a des collèges où il y aura beaucoup d'enfants et il y a des collèges plus petits où il y aura moins d'enfants. En gros, on ne l'a pas dit, la population ciblée, le nombre de 5e en Nouvelle-Aquitaine, c'est 70 000 élèves à peu près. Alors pour répondre précisément à la question de l'implication des médecins et des infirmiers scolaires, ils ne sont pas impliqués dans la vaccination. On a bien dit que c'était le centre de vaccination. On peut saluer le fait qu'ils ont été déjà impliqués dans le sens du partage du travail, de préparation finalement du déroulement avec l'ARS au travers de nos conseillers techniques académiques, et bien entendu dans les établissements. Aux côtés des chefs d'établissement, ils peuvent être impliqués dans la préparation finalement de l'accueil d'une part des centres de vaccination, dans la diffusion d'informations, en lien d'ailleurs avec des professeurs, au sens, je parle de l'information, relais des questions en classe qui peuvent être posées, ou bien hors la classe, des réponses peuvent être apportées aux parents ou bien aux élèves avec le support d'informations produits par l'ARS. Mais ils ne sont pas en charge de la vaccination. C'était vraiment un point qui avait été bien vu, compris d'ailleurs au niveau national, et nous avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Question de 20 minutes. Comment explique-t-on l'avance prise en Nouvelle-Aquitaine sur cette vaccination par rapport au niveau national? Alors, en fait, on va dire qu'il y a eu, ça dépend de ce qu'on appelle en avance. Il y a d'autres régions qui ont expérimenté, la première à avoir expérimenté la vaccination en établissement scolaire pour le papillomavirus, c'est la région Grand Est, qui avait expérimenté. En fait, et d'autres pays étaient en avance par rapport à nous.
En fait, c'est vrai que quand on a fixé les priorités pour l'année 2023 de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, on s'est fixé comme priorité une vaccination d'impact dans l'ensemble des collèges. Donc, la nouveauté, c'est pas de vacciner dans les collèges. D'ailleurs, il y a déjà en Nouvelle-Aquitaine certains collèges où on fait de la vaccination, mais pas HPV. On pourra aussi en parler. Mais la nouveauté, c'est vaccination HPV proposée à l'ensemble des élèves de 5e dans une génération. Et donc, comme ça faisait partie des priorités de l'Agence régionale de santé et que le président de la République, ça n'est qu'après qu'il a annoncé la généralisation en France entière, en fait, on a gardé l'avance qu'on avait, mais certaines autres régions ont aussi commencé à y travailler. Mais voilà, c'est juste que ça faisait partie d'une priorité qui avait été identifiée plus tôt. Je vais vous donner l'exemple, Bénédicte, dans le collège. Alors, effectivement, vous avez dit que ce directeur général Bénédicte Tombert, donc la rectrice de l'Académie de Poitiers, que les établissements scolaires étaient engagés dans des opérations de rappel vaccinal. Et ça semble vraiment important de dire que cette collaboration est essentielle. On peut imaginer aujourd'hui que la vaccination est assurée par les parents. Elle l'est pour l'essentiel des enfants, mais on a encore des trous dans la raquette. Et, par exemple, le collège du président de la République a annoncé la vaccination HPV. Ça s'est fait à l'occasion d'une opération de rappel vaccinal. Et on avait quasiment la moitié des élèves de la tranche d'âge concernée qui ont pu bénéficier d'une opération de rappel vaccinal à l'occasion de ce déplacement. Non, pas HPV. Je rappelle qu'on s'est DT polio, il y avait toute une série de vaccins obligatoires, de rappels vaccinaux qui sont obligatoires sur la tranche d'âge du collège, qui n'avaient pas été faits chez ces élèves-là. Donc c'est bien le sens, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose cette vaccination HPV sur la base du volontariat, mais ça vient conforter aussi une stratégie de collaboration avec l'ARS et avec les conseils départementaux aussi, ça a été dit, de rappels vaccinaux qui sont tout aussi importants pour nos élèves. La raison pour laquelle HPV n'était pas obligatoirement fait par les centres de vaccination, c'est que c'est un vaccin qui coûte beaucoup plus cher que les autres. Et donc il fallait une démarche qui prévoit aussi le financement et notamment le financement du reste à charge de ce vaccin. Les autres rappels vaccinaux ont un coût moindre. Alors, une autre question. Les élèves seront-ils vaccinés au sein de leur établissement ou dans un centre de vaccination pour la Nouvelle République? Comme donc nous l'avons indiqué, c'est bien, l'a expliqué Monsieur le Principal, le centre de vaccination va être accueilli dans l'établissement. Une autre question de France 3. Pouvez-vous préciser quels personnels médicaux et combien seront mobilisés et pouvez-vous répéter le nombre de 5e en Nouvelle-Aquitaine? Donc on a 70 000 5e. Aujourd'hui, on vise un taux d'adhésion à cette campagne pour la première année, parce que ça avait été testé ailleurs, je regarde, c'est 25%, voilà. Donc on vise 25%. Il y a, dans le questionnaire, je pense que c'est important aussi à signaler, dans le questionnaire, on demande aux parents s'ils sont d'accord pour que leur enfant soit vacciné. Il y a encore un certain nombre de parents qui préféreront que le vaccin soit fait par le médecin de famille, parce que c'est quand même aussi, il y a une piqûre, il y a tout ça, donc on peut, voilà, donc il faut pas considérer que l'intégralité de la vaccination HPV passe par ce processus. Il y aura encore le médecin de famille et les infirmières de ville qui vont pouvoir participer à cette vaccination quand ce sera le choix des parents. Là, l'idée, comme on l'a dit, c'est de pouvoir toucher le plus de monde possible, l'accès financier à ce vaccin pour le plus de monde possible, et puis une facilité d'accès au vaccin, parce qu'on sait que plus c'est facile d'accès, plus on peut augmenter le taux de vaccination. Et puis, le fait que sa campagne se passe et qu'il y ait une information, ça va initier peut-être des réflexes qui n'étaient pas automatiquement initiés à cette tranche d'âge d'avant. Donc, on vise 25%. Et donc, en fonction de ça, il y a des équipes de vaccination avec obligatoirement un médecin qui sera présent dans chaque équipe ou une sage-femme, donc un professionnel de santé médicale, selon les textes, et qui sera accompagné d'infirmières pour vacciner les enfants. Alors le nombre, ça dépendra dans chaque collège du nombre d'enfants à vacciner. Et ça dépend de deux facteurs. D'abord la taille des collèges et ensuite le taux d'adhésion à la vaccination quand on va recevoir les questionnaires, les demandes d'autorisation parentale. Et donc, ceux déjà vaccinés. Et oui, et ceux qui sont déjà vaccinés.
ou qui vont se faire vacciner après ailleurs. Et donc en fonction de ça, chaque centre de vaccination va calibrer l'équipe de vaccination nécessaire ou la fréquence de l'équipe de vaccination pour pouvoir faire cette vaccination. Sachant qu'on a quand même un timing, c'est-à-dire qu'il faut absolument que cette vaccination de la première dose soit faite en octobre-novembre, de manière à ce que la deuxième dose qui doit avoir lieu 6 mois après puisse se faire dans la période de l'année scolaire. Si on vaccinait trop tard, on n'arriverait pas à faire la deuxième dose avant les vacances d'été. Et donc là, après, on a des problèmes de perte d'enfants qui peuvent changer de collège, de classe ou autre. Donc c'est pour ça qu'on va devoir faire une campagne de vaccination intensive en octobre-novembre. Et après, on ne fait rien pendant 5 mois. Et après, on recommence une période de vaccination à la fin de l'année scolaire pour faire cette deuxième dose. Sabine Andrieux, pardon, pour AEF Info, une autre question qu'elle proposait de poser en direct. Alors allons-y. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, très bien. Bon. Oui, j'avais une question parce que dans son dernier appel, l'Académie de médecine notait que l'expérimentation de vaccination HPV qui avait eu lieu dans le Grand Est avait eu finalement des effets assez limités puisqu'il n'y a que 20% des parents qui ont donné leur accord pour cette vaccination et si je ne me trompe pas, 16% d'adolescents qui ont été vaccinés. Du coup, est-ce que c'est pas plutôt de mauvais augure pour la campagne qui s'annonce pour la rentrée 2023? Et comment faire du coup pour essayer de faire mieux ou de convaincre les familles ou les adolescents? Enfin, voilà, vous avez dit tout à l'heure que vous anticipiez un taux d'adhésion de 25%, c'est un taux incompressible. Enfin voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous réagir là-dessus et nous expliquer? Bien sûr. Plusieurs choses. D'abord, dans le Grand Est, ça ne s'était fait que dans quelques collèges. C'est-à-dire que là, la vraie différence, c'est qu'on le propose dans l'ensemble des collèges de l'ensemble de la grande région. Donc ça va avoir un impact beaucoup plus fort. Ensuite, cette expérimentation, elle était limitée dans le temps. Tandis que nous, c'est pas une expérimentation, c'est un dispositif qui va durer dans le temps. Chaque année, nous proposerons cette campagne de vaccination. Et donc, avec le temps, les choses vont se roder, l'information aux parents va se roder, les professionnels de santé de la région vont s'habituer à expliquer ça aux parents, l'éducation nationale aussi dans les collèges, je vais vous donner la parole, vont aussi plus s'habituer. Et surtout, ce que l'on a prévu, c'est que dans 4 ans, nous reproposerons un dispositif identique pour les élèves de terminale qui ont 16 ans. Parce que tous ceux qui n'auraient pas été vaccinés en 5e, on va pouvoir proposer cette vaccination au lycée à 16 ans, avec une grosse différence à 16 ans, c'est que c'est l'élève qui décide tout seul. Il n'y a plus d'autorisation parentale. Non? Alors, c'était une exception pour la Covid. Il y aura toujours besoin d'autorisation. Ah, il y aura toujours besoin d'autorisation parentale. Ah, bon. Donc on fera un rappel à 16 ans, mais en tout cas à 16 ans, on va avoir une autre... à 12 ans et à 16 ans, on n'a pas la même façon d'appréhender la santé et d'appréhender son rapport avec une vaccination HPV, notamment en lien avec, vous savez, que la transmission par les relations sexuelles. Donc on pense qu'avec ce deuxième rappel que l'on fera à 16 ans dans les lycées, on va essayer de pouvoir avoir plus d'enfants. Donc les 3 dispositifs qui font qu'on va arriver aux 80%, c'est 1. Le fait de faire une campagne et une communication large, professionnelle, parents, on pense que ça va augmenter l'adhésion, pas que dans la vaccination à l'école, mais la vaccination aussi en ville. Deuxièmement, le fait de cet accès gratuit, facilité, va augmenter l'adhésion de parents et d'enfants qui avant, pour des raisons de difficulté d'accessibilité, ne se faisaient pas vacciner. Et troisième chose, on refera une campagne pour les élèves de 16 ans qui ont une conception un peu plus personnelle de leur propre santé et qui va permettre pour nous de compléter. Encore une fois, nous on se compare pas tant à l'expérimentation Grand Est,
mais au dispositif d'autres pays comme l'Australie, qui ont fait ces dispositifs d'ampleur. Ça a mis un certain nombre d'années, mais c'est au bout d'un certain nombre d'années qu'on arrive à voir les conséquences qui sont bénéfiques. Peut-être juste ajouter, mais peut-être Carole et Bénédicte, vous voudriez aussi en témoigner, le fait, dans deux choses. Bon, d'abord, quelque chose de technique qui est que nous avons le temps de préparer, en fait, une année scolaire. Il y a eu des séquences d'information, d'abord de nos infirmiers présents dans les établissements, infirmiers scolaires. Ensuite, les chefs d'établissement qui ont bénéficié dans chacune des 3 académies d'un webinaire vraiment qui a été très participatif et dont moi j'ai eu des bons échos, me faisant penser que voilà, les informations aussi données permettaient de partager cela ensuite avec les parents. Ça c'est la première chose, mais il y a aussi autre chose je pense qu'on peut ajouter, et dans l'introduction j'ai essayé de l'évoquer mais rapidement, c'est le fait que cette action, bien sûr, c'est d'abord un objet de santé publique, mais pour nous, c'est un des éléments au sein de quelque chose de plus large de l'éducation, c'est la promotion de la santé, la prévention de la santé, cette notion d'école promotrice de santé. Et donc, les établissements, ils disposent dans leur écosystème, notamment de comités à l'éducation, à la santé et la citoyenneté et l'environnement, et ça peut faire partie cette action, d'autres éléments bien plus larges de la prise en compte de la santé au sens même des objectifs de l'OMS en réalité, et donner du sens à ce qui est fait. Et ce sont des briques que nous semons, des graines que nous semons pour justement le parcours du jeune dans la construction de ce qu'il est, de son choix, de son sens critique, et de s'intéresser à ces sujets et à en déduire des actions pour lui-même et son bien-être. Et accessoirement, ça ne gâche rien, donnant un environnement plus positif aussi pour ses apprentissages. Donc je pense qu'on a toujours cette double dimension qui est intéressante à mettre en avant. Peut-être on peut témoigner sur notre engagement de chacune dans cette question de l'école promotrice de santé. Très rapidement, pour ne pas répéter ce qui a été dit, c'est vrai, je pense que s'il y a une telle adhésion des principaux de collège, ce qui n'était pas si évident parce qu'on sortait même de la crise Covid et avec les vaccinations qu'on a dû mettre en place de manière assez précipitée dans les établissements, c'était vraiment difficile. Quand vous nous en aviez parlé au tout début, on s'était dit, oula, il faut redemander au chef d'établissement de recommencer ces vaccinations. C'était pas si évident et en fait, il y a eu effectivement une adhésion très rapide et assez massive parce que je pense qu'ils sont très sensibilisés effectivement à l'école promotrice de santé, que, comme vous l'avez dit, monsieur le principal, ça fait partie de notre responsabilité de santé publique et aussi un des spécificités ou des préoccupations en tout cas de l'école avec un grand E. Voilà, rien de plus, mais c'est vrai qu'on est vraiment dedans. Non, mais je pense qu'autour de cette école promotrice de santé, alors il y a toujours eu une politique de prévention santé à l'école. Mais je pense que la crise sanitaire a mis l'accent encore plus fortement sur la nécessité de travailler sur l'ensemble des champs de la prévention santé dans les établissements scolaires. Et par exemple, c'est la première année que nous organisons une labellisation aiguë santé dans nos établissements scolaires. Et donc je crois vraiment que dans cette approche globale de comment un établissement scolaire peut accompagner la prévention santé de ses élèves, on a une dynamique forte dans laquelle la vaccination HPV va pouvoir s'inscrire. Et puis le lien peut être fait aussi avec l'éducation à la sexualité, sur laquelle le ministre de l'Éducation nationale insiste beaucoup, et c'est effectivement essentiel sur la question des rapports filles-garçons, sur la question du rapport à l'hygiène, et donc la vaccination HPV peut évidemment participer de cette éducation à la sexualité qui, nous le rappelons, est obligatoire. Les 3 séances d'éducation à la sexualité sont obligatoires, donc pas forcément toutes faites, mais quand même obligatoires. Voilà. Peut-être un chiffre pour vous montrer à quel point on a de la marge grâce à... Voilà, c'est ce chiffre-là que je voulais, c'est parfait. Pour vous montrer à quel point on a de la marge grâce à l'information et la facilitation d'accès. On a 46% des filles qui sont vaccinées et seulement 9% des garçons. Ça montre bien que là, c'est pas un problème d'adhésion, parce qu'on voit pas pourquoi on serait d'accord pour que ce soit les filles et pas d'accord pour que ce soit les garçons. C'est un problème d'information, de montrer que ça ne concerne pas que les filles pour 2 raisons.
D'abord parce que, même si on parle beaucoup du cancer du col, il y a d'autres cancers, notamment des cancers ORL chez les garçons qui sont liés à HPV. Et on voit même aujourd'hui qu'on a gagné la campagne un peu, enfin on a gagné, on s'améliore sur la première cause des cancers de la gorge qui était le tabac et l'alcool, et qu'aujourd'hui la plupart des nouveaux cancers ORL qui arrivent sont plutôt liés à HPV, parce qu'on a réussi à diminuer ceux liés à tabac et alcool. Donc la première raison, c'est que ce n'est pas que des pathologies chez les femmes. Et la deuxième raison, c'est que, évidemment, dans le cadre de relations sexuelles, un homme pas vacciné peut transmettre l'HPV à une femme pas vaccinée. Donc si on veut arrêter la circulation du virus, il faut bien vacciner les filles et les garçons. Donc on voit bien qu'on peut vite avoir un résultat important avec une meilleure information, une meilleure sensibilisation et une facilité d'accès. Une autre question, pour vérifier l'éligibilité des enfants, les carnets de vaccination seront-ils demandés? Alors, je réponds à ces questions, après on va peut-être faire quelques questions dans la salle, parce que je vois les visages dans la salle qui impatientent. Donc évidemment, c'est extrêmement important, ça fait partie du parcours de santé. Il faut que les enfants vaccinés, ça soit spécifié dans le carnet de santé, de manière à ce que le médecin traitant soit au courant du suivi et de ce qui a été fait sur cette vaccination. Donc bien sûr, à l'occasion de cette vaccination, il y aura une mise à jour du carnet de santé et du carnet de vaccination. Alors, des questions dans la salle. Moi, oui. Donnez un micro. J'aurais bien voulu avoir des informations sur le vaccin lui-même, quel est le laboratoire qui nous vend ces vaccins, et aussi sur les effets indésirables, parce que je pense que suite à tout ce qu'on sait sur le Covid, les gens ont besoin de savoir. Ont besoin de savoir toutes ces informations qui, jusque-là, sur lesquelles jusque-là, ils ne les intéressaient pas, on va dire. Là, maintenant, ils sont vraiment plus intéressés par ça, et ce serait bien qu'on ait des informations là-dessus pour pouvoir, parce que plus on éclaire les gens, et plus ils peuvent adhérer à un tel projet. Alors, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si on a mis la slide, c'est la slide, il n'y a pas de numéro. Donc, c'est un vaccin sûr. On a fait plus de 600 millions de doses de vaccins déjà injectées dans le monde. 600 millions déjà et depuis de nombreuses années. Donc ça veut dire que à 600 millions de doses de vaccins, s'il devait y avoir des problèmes sanitaires liés au vaccin, on l'aurait vu, ça se saurait, et vous avez vu comment, notamment depuis le Covid, dès qu'il y a la moindre information sur ces sujets, certains réseaux se jettent dessus pour le communiquer à grande échelle. Donc aujourd'hui, il peut y avoir des effets indésirables comme tout médicament. Donc il y a des effets indésirables de court terme, de maux de tête, de douleur, comme tout vaccin que chacun connaît. Mais on n'a pas aujourd'hui de démonstration d'effets indésirables de maladies particulières liées à cette vaccination. Donc on a vraiment un vaccin qui aujourd'hui est sûr, et notamment quand on l'a testé dans certains pays avec des taux de vaccination extrêmement importants. On n'a pas vu dans ces pays, notamment l'Australie ou le Royaume-Uni, que certaines pathologies aient émergé de manière plus importante que dans les pays où les taux de vaccination étaient plus faibles. Alors après, vous avez toujours, vous savez, le cas de certaines pathologies où quand elles surgissent, ça peut arriver qu'elles surgissent après une vaccination comme elles auraient pu surgir sans vaccination. Donc il y a toujours des histoires de chasse, je me suis fait vacciner, puis justement le lendemain, mais si vous voulez, à grande échelle, et à l'échelle épidémiologique, on n'a jamais noté de problématiques particulières sur ce vaccin. Qui est le labo? C'est MSD. MSD. C'est le labo, donc c'est un marché public national, c'est ça? Peut-être. Peut-être. On est en train de voir pour l'achat du vaccin si on fait un marché public national. Mais encore une fois, c'est vraiment la différence avec le Covid, c'est que c'est un vaccin sur lequel on a du recul et par le nombre et par le temps. C'est-à-dire que ça fait extrêmement longtemps. C'est pour ça qu'il nous permet aussi de savoir qu'il est extrêmement efficace et notamment on n'a pas ce problème
Tout ça aussi, les gens pourraient se poser la question. Vous rappelez-vous, pendant le Covid, on a certaines mutations du Covid qui permettaient de... Bon, là, on n'a pas du tout ce problème avec HPV. Ça fait des dizaines d'années que le vaccin est donné et que le vaccin protège sur un virus qui n'est pas un virus qui mute régulièrement comme la Covid. Par exemple, est-ce que c'est un vaccin classique, c'est un vaccin ARN, etc. C'est un vaccin... C'est un vaccin, voilà. Comment? Recombinant. Voilà. C'est pas un vaccin... Attends, on va donner la parole à Sylvie. Oui, alors, si vous me voyez tourner la tête de temps en temps vers Sylvie Kellet, parce qu'en fait, si cette campagne de vaccination peut se faire, c'est parce que c'est le docteur Sylvie Kellet à l'ARS qui pilote tout ça au niveau régional pour l'ARS, et donc c'est grâce à elle que tout ça peut se faire. Donc on va lui donner un micro, elle va pouvoir vous répondre techniquement sur ce sujet. Ça marche. Oui, donc c'est un vaccin, je peux dire classique, c'est un vaccin recombinant, c'est pas du tout les mêmes techniques que ce qu'on a pu voir avec la Covid. Pour répondre à votre question sur les effets secondaires, il y a une pharmacovigilance qui est mise en place, comme pour tout vaccin, et en particulier pour celui-là depuis sa mise sur le marché. Et il y aura un suivi particulier dans le cadre de cette campagne nationale, puisqu'on va vacciner une tranche d'âge importante d'enfants qui vont avoir tous le même âge, qui vont recevoir le vaccin au même moment. Donc il y a tout un système de pharmacovigilance qui est en train d'être mis en place. Et le professeur Salvo du centre de pharmacovigilance de Nouvelle-Aquitaine est présent dans la salle. Donc peut-être qu'après, vous pourriez lui poser toutes vos questions. J'ai une autre question. Allez-y. Je laisse la table. Attendez, on va vous donner le micro pour qu'ils entendent aussi vos questions. On parle d'un vaccin qui est lié à la sexualité. Vous en avez un peu parlé, mais je voudrais savoir si du coup, comme c'est lié à la sexualité, il va y avoir un peu plus de travail autour de l'éducation à la sexualité dans les établissements. Alors, je crois que nous sommes, et comme l'a très bien dit ma collègue rectrice de l'Académie de Poitiers, mobilisés sur l'éducation à la sexualité. Nous avons tous, alors organisé par chaque académie de façon peut-être similaire ou différente, mais un suivi d'où nous en sommes. Et comme ça a été également dit par ma collègue, nous sommes conscients que les 3 séances obligatoires ne sont pas toujours mises en œuvre, mais nous en avons maintenant une photographie. C'était vraiment une exigence de Monsieur le Ministre d'être en mesure de nous assurer de ce pilotage. Et dans chaque académie, les endroits où il peut y avoir des espaces dans la raquette, pour pas dire des trous dans la raquette, seront comblés. Donc je vous donne maintenant une réponse propre à l'Académie de Bordeaux. Nous avons mis en place une session de formateurs qui s'est déroulée au mois de mai, de façon à nous assurer que justement dans les établissements ou écoles où il y avait encore des manques, ce qui n'est pas si important que cela non plus. Il se trouve que nous avons un comité académique santé, citoyenneté, environnement qui a lancé un questionnaire auprès des écoles et des établissements, et on s'est aperçu qu'en fait, pour la plupart, c'était déjà fait, mais ce n'est pas forcément fait par 3 séances. Voilà. Donc maintenant, pour répondre précisément à votre question, dans les collèges où il y a, dans les collèges donc, de l'académie, évidemment, on pourra répondre aux questions qui auraient lieu en lien avec la vaccination. Mais c'est beaucoup plus large dans l'éducation à la sexualité. Alors, d'autres questions dans la salle ou en ligne? J'en ai une auquel on a eu des réponses, mais je la repose quand même. Quelles actions prévues si l'identification d'établissements ou de classes particulièrement réticentes au dispositif? Alors, donc, ça reste sur le... Alors, encore une fois, réticente au dispositif ne veut pas dire réticent à la vaccination. Il faut vraiment préciser, il y a vraiment des parents qui peuvent faire le choix de se dire je veux vacciner mon enfant, mais dans un dispositif en ville et normal. Donc, d'abord, à l'ARS, donc nous, on va recevoir les autorisations parentales et on va pouvoir informer les centres de vaccination et les établissements scolaires du taux d'adhésion des parents à la vaccination, et on va pouvoir communiquer ces chiffres pour que les collègues puissent se repérer.
et pour pouvoir s'il y a des grosses différences à un endroit ou à un autre. Et donc déjà, l'important c'est de savoir où est-ce qu'il y a une adhésion ou pas. Et ensuite, quand il y aura des endroits où on constatera une moindre adhésion que la moyenne dans des situations équivalentes, parce que, encore une fois, on sait qu'en fonction des milieux, des catégories sociales, ça va pas être tout à fait la même chose, mais on va essayer de comparer ce qui est comparable. Eh bien, on pourra faire des actions soit dans les collèges, soit nous, on pourra sensibiliser les professionnels de santé de ville du territoire concerné en leur disant il y a peut-être un effort supplémentaire à faire auprès de la population pour les sensibiliser sur cette question. Donc au fur et à mesure des années, on va s'améliorer. C'est comme ça qu'on atteint à terme les 80%. C'est quand on identifie là où il y a des facteurs. Alors ça demandera aussi, on a demandé à Santé publique France de nous aider pour faire justement une analyse du taux d'adhésion, et on va, en lien avec certains acteurs, pouvoir tester aussi un certain nombre de dispositifs. Est-ce que, par exemple, un appel téléphonique aux parents pour essayer de les convaincre, ça peut être utile? Est-ce qu'il faut mieux aménager notre communication pour toucher certains publics plus difficiles à toucher? Donc, avec le temps, on va constamment essayer de s'améliorer pour essayer de toucher le plus de monde possible. Mais en tout cas, ça sera regardé, ce taux d'adhésion, et quand il y aura des comparatifs, il y a un benchmark qui montrera que dans certains endroits, c'est beaucoup moins qu'ailleurs. Alors, on va aussi, on va pas tellement regarder on va regarder le taux d'adhésion, mais grâce à l'assurance maladie et aux données qu'on va récolter, on aura surtout par territoire le taux de vaccination. Parce que c'est pas tant le taux d'adhésion que le taux de vaccination qui va être important. Parce qu'encore une fois, on peut avoir des territoires où les gens vont plutôt... on a des territoires où l'accès aux médecins traitants est plus simple, parce que la densité est meilleure. Et donc dans ces territoires-là, on aura sûrement plus de vaccination en ville. Et puis on a des territoires où c'est difficile, plus difficile d'accéder aux médecins traitants. Et donc là, ce sera plus l'occasion de faire cette vaccination. Donc nous, ce qui va être intéressant, c'est de suivre le taux de vaccination sur un territoire, qu'on va mettre aussi en lien avec le taux d'adhésion à cette campagne, et en fonction de ça, de lancer les dispositifs nécessaires pour essayer d'améliorer les choses. C'était bien de reposer la question parce qu'on n'a pas répondu complètement. Bonjour, Emmanuel Bataille, RPS médecin. Je voulais revenir sur ce taux d'adhésion, sur cette campagne qui est essentielle, vaccination essentielle. D'abord, il y a une émulation. Le fait de prendre une génération comme ça a été évoqué, on réinsiste dans parfois la difficulté pour les médecins pour convaincre. Là, il y a aussi l'émulation des jeunes qui ont entre eux. On le voit sur plein d'autres sujets, on le voit sur l'écologie, etc. Et je pense que progressivement, bien évidemment, il va y avoir une montée en charge. Autre élément, le message qui vient d'être passé, je pense qu'il est important que vous le relayiez à vos lecteurs et auditeurs, d'aller aussi vers les professionnels de santé de ville, qu'ont les patients, une fois de plus, pharmaciens, infirmiers, surtout médecins traitants, parce que le dialogue de confiance, d'interrogation se traite souvent à ce niveau-là. On l'a vu, on le voit régulièrement avec toutes les vaccinations, on l'a vu avec le Covid, etc. Et à ce niveau-là, la campagne qui est montée aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi tout un kit d'outils pour les professionnels de santé, pour bien sûr informer la population, mais aussi pour les professionnels de santé qui est mis à disposition. Donc ça, c'est important parce qu'eux seront aussi mieux armés pour pouvoir accompagner, défendre dans ce travail de conviction, d'échange avec les patients, avec les familles, les adolescents et leurs parents. Voilà, donc il y a ça, au-delà du site internet, effectivement, tout un kit. Et puis, le fait de pouvoir aller effectivement vers ces professionnels habituels, vers son médecin traitant, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire vacciner les frères et sœurs des 5e, ça n'a pas été dit. Je pense que c'est important dans cette logique qui nous anime de prendre une génération. C'est ça qui a été fait aussi dans d'autres pays, le succès de la couverture et de la réduction des risques de maladies épidémiologiques en Australie, qui étaient cités, au Royaume-Uni, en Suède, etc. Ce sont ces éléments de prendre une génération complète et de progressivement, effectivement, réduire un taux de couverture intéressant. Merci beaucoup pour ces rappels, et c'est vrai que c'est vraiment une démarche, je pense que vous l'avez rappelé, mais il faut le redire.
on insiste sur la proposition de la vaccination aux élèves de 5e dans un collège, mais ça n'est qu'une pierre parmi un ensemble de choses, l'éducation sexuelle, le rappel vaccinal qui se faisait déjà, les professionnels de santé de ville qui sont réimpliqués sur ce sujet. Voilà, ça n'est qu'une pierre qui permet de vraiment augmenter tout le reste qui est fait sur ce sujet et de potentialiser toutes les autres offres sur le sujet et de la rendre visible. Merci beaucoup. Sylvie Gesson, je suis adjointe à la santé à la mairie de Bordeaux et donc notre territoire c'est la ville, donc bien plus petit que la grande région académique Nouvelle-Aquitaine bien sûr. Mais je vous remercie de m'avoir invité parce que nous avons un dispositif assez rare en France puisque c'est la ville qui s'occupe de la santé scolaire en gestion municipale. Nous avons donc 5 centres médico-scolaires pour les enfants de 3 à 11 ans, pour lesquels nous faisons du bilan de santé, notamment 3-4 ans, et plus tard aussi avec 97% de couverture chaque année, même sous Covid. Et parmi ces 5, il y a 3 centres de vaccination, donc si besoin était, on pourrait aussi venir en renfort. Mais notre feuille de route, et M. Paul le sait bien, parce que nous sommes signataires du contrat local de santé, bien sûr, c'est la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Et donc, dans l'argumentaire, vous avez beaucoup insisté sur la gratuité, zéro reste à charge, etc. Et je voulais avoir juste une confirmation. Est-ce que cette gratuité, elle est conditionnée par le temps de la campagne et les conditions de vaccination dans les collèges? Ou est-ce que même si les parents préfèrent s'adresser à leur médecin traitant, les conditions financières resteront les mêmes? Alors non. Le reste à charge, pris en charge pour tout le monde, c'est uniquement dans le cadre de cette campagne. S'ils vont en ville, alors la plupart des gens ont une mutuelle, et donc la mutuelle prend en charge le reste à charge du vaccin, mais ceux qui n'ont pas de mutuelle peuvent avoir ce reste à charge donc de 76 € pour les 2 doses. Mais c'est pas le plus gros de la population. Hein. Le plus gros de la population a une mutuelle qui permet de prendre en charge le reste à charge. Mais là, on veut vraiment resserrer les mailles du filet pour essayer de pouvoir toucher le plus de monde possible et de réduire ces inégalités d'accès. Mais cette spécificité où l'État et l'assurance maladie va prendre en charge pour tout le monde ce reste à charge, c'est uniquement pour la campagne, pour les 5e en établissement scolaire. Oui, bonjour, Tiffany Zavel de l'assurance maladie. C'est juste pour vous dire que les personnes en C2S, donc FCMU, la vaccination est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Oui, il faut vraiment préciser ça. Donc, il y a vraiment c'est toujours pareil, hein, pour toute l'offre de santé, il y a vraiment une petite partie de la population qui n'est pas CMU et qui n'a pas de mutuelle, et il y a une petite partie de la population qui n'a pas accès, mais une grosse partie de la population en général est pris en charge. Mais là, c'est important de dire que la prise en charge, elle est à 100% pour tout le monde. Ça fait partie, le gros avantage de ce dispositif, c'est sa simplicité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se déplacer chez le médecin, avoir la prescription, aller chez le pharmacien, récupérer le vaccin, revenir, faire les 2 doses. Tout est fait, tout est organisé dans le collège à partir du moment où il y a les autorisations parentales et il n'y a rien à payer. Il n'y a pas d'avance de frais non plus. Voilà, il y aura 0 avance de frais à faire. Et donc l'idée, c'est vraiment la simplification de cette vaccination. 2 autres questions encore de France 3. Pourquoi est-il important que la vaccination ait lieu avant le début de la vie sexuelle? Peut-on quand même se faire vacciner après? C'est la première. Et les autres élèves du collège, les 6e, 4e et 3e, auront-ils accès à la vaccination au sein du collège? Alors non, les autres élèves n'auront pas accès à la vaccination parce qu'on a monté un dispositif qui est financé pour une tranche d'âge. Mais comme ça a été dit, derrière le but c'est que ça puisse se reporter aussi sur les fratries et puis faire prendre conscience aux parents que si leurs enfants sont pas vaccinés, il faut se faire vacciner. Alors, sur cette question des relations sexuelles, je regarde aussi sur ma droite pour pas dire de bêtises, mais bon, en gros, c'était assez compliqué parce qu'on disait aux gens, à 12 ans, oui, alors c'est à partir de 12 ans, mais à 12 ans, il n'y a pas de relations sexuelles, donc c'est pas la peine. Et puis, quand c'est plus tard, est-ce qu'il y a déjà eu des relations sexuelles? Oui, alors c'est plus la peine non plus. Bon, et ça, c'est vraiment le mauvais message.
D'abord, il n'y a pas besoin d'attendre les premières relations sexuelles pour le faire, parce que justement, plus on est protégé en amont, et on n'a pas à attendre, parce que qui aujourd'hui sait prédire le moment des premières relations sexuelles chez nos jeunes? J'aimerais bien que celui-là puisse me le dire, hein, c'est pas simple. Donc évidemment, il faut le faire le plus tôt possible. Évidemment, c'est vrai que ça a moins d'efficacité une fois qu'on a eu des relations sexuelles. C'est pour ça qu'il y a une borne d'âge. Je regarde Sylvie, c'est jusqu'à quel âge? C'est jusqu'à 19 ans. Donc on considère qu'après 19 ans, c'est plus la peine parce qu'il y a eu un certain nombre de relations sexuelles qui font que c'est trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment viser ces bornes d'âge. Mais on a jusqu'à 19 ans. Donc encore une fois, l'idée, c'est de se dire qu'avec ces règles de vaccination de 12 ans à 19 ans, des filles et des garçons, avec une population couverte à 80%, c'est comme ça que dans d'autres pays, on a réussi à pratiquement éradiquer un certain nombre de maladies et de problématiques de santé liées à ce virus. Donc on sait que ces règles-là, qu'on s'applique, fonctionnent pour éradiquer les pathologies qui sont liées à ce virus. Donc c'est pour ça que comme on sait que ça fonctionne, autant les utiliser. Une nouvelle question de l'AEF Info. Est-ce que pour les chefs d'établissement, ça ne sera pas compliqué d'intégrer dans les emplois du temps ces créneaux de vaccination? Quels créneaux seront privilégiés? Ça ne sera pas compliqué du tout. Nous avons déjà travaillé avec l'ARS au moment de la pandémie de la Covid-19. Nous avons déjà travaillé de manière très fluide et de façon très positive. Donc nous avons acquis une certaine culture dans l'organisation d'action en matière de santé. Donc nous saurons nous adapter sans aucune difficulté. C'est bon? Eh bien, on va faire le mot de conclusion. Donc merci à tous d'être là. Encore une fois, ce dispositif, il est lié vraiment à l'application de beaucoup de monde, hein. L'éducation nationale, dans le monde de l'éducation nationale et dans le monde de la santé. Je vais même dire que ça implique tout le monde dans nos différents secteurs, les enseignants, les personnels administratifs, les professionnels de santé chez nous, l'ARS, je l'ai redit, les conseils départementaux, les ordres professionnels, mais aussi les unions régionales de ces professionnels. Donc vraiment tout le monde est impliqué. Moi je voudrais vraiment remercier tous les acteurs parce que si on peut présenter aujourd'hui cette campagne dont on sait qu'on va réussir à la faire, c'est vraiment qu'il y a eu une adhésion de tout le monde. Et plus qu'une adhésion, un volontariat fort, et donc je pense qu'on peut s'en réjouir parce que ça va vraiment être au service de la population de Nouvelle-Aquitaine et d'une meilleure santé de la population et de nos jeunes. Je vous laisse conclure, Anne. Non, écoutez, je crois que ça il vous appartenait de le faire. Donc moi je remercie en tout cas très sincèrement Monsieur le Principal d'avoir pu témoigner à nos côtés, aux côtés des trois rectrices, parce que c'était important aussi d'avoir de ceux qui seront effectivement ceux qui, avec les centres de vaccination, permettront que cela se réalise à la rentrée. Merci à vous, bonne journée. Oui. Petit motion design. Ah oui. Petit motion design. Thomas, il faut rester assis. On a tous envie de les protéger. Pour maintenant, pour plus tard, pour toute la vie. Alors on anticipe, on prévoit, on insiste. C'est notre rôle. Pour certaines maladies, on a la possibilité d'agir aujourd'hui pour les protéger demain. Le papillomavirus humain, aussi appelé HPV, est l'infection sexuellement transmissible virale la plus fréquente. 4 personnes sur 5, hommes et femmes confondus, seront infectées au cours de leur vie. Ces infections sont parfois responsables de l'apparition précoce de verrues anogénitales persistantes ou plus tardivement, dans un cas sur 10, de l'apparition de lésions précancéreuses. Celles-ci passent inaperçues et se développent sur plusieurs années. Bien plus tard, des symptômes peuvent se manifester et le stade de cancer est souvent déjà atteint. En France, les HPV sont responsables de 6400 nouveaux cas de cancer par an. Dans 25% des cas, ils touchent aussi les hommes. La vaccination contre les HPV prévient jusqu'à 90% des infections à l'origine des cancers. Le plus important, être vacciné avant le début de sa vie sexuelle.
le vaccin contre les HPV est sûr et efficace. Dès la rentrée 2023 en Nouvelle-Aquitaine, chaque adolescent scolarisé en classe de 5e pourra accéder gratuitement et simplement à la vaccination contre les HPV. Vous êtes parent d'un enfant qui sera en 5e en septembre? Vous avez sûrement déjà reçu une première information par le collège en fin de 6e. En septembre, votre accord sera demandé pour qu'il soit vacciné. Il recevra 2 doses de vaccin, l'une à l'automne et l'autre au printemps, directement au collège. À la fin de l'année scolaire, son schéma vaccinal est complet, il est protégé. C'est pas lancé ça encore, c'est une exclusivité. Très bien. Parfait, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu non plus, il est très bien. Merci à tous. C'est bon Thomas.